les spécialistes avec Honoré Adontui. Attristé par le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale Fambaré Ouattara, Fogna Singbe salue la mémoire d'un vaillant et combatif homme d'État. Puis rentrée scolaire du 26 octobre, les enseignants volontaires menacent de la boycotter. Les spécialistes en place, nous sommes sur Pyramide FM. Bonsoir et bienvenue. Pyramide FM, plus grand, plus haut, plus proche. 105.5 FM, 105.5 FM. Spero Maoulé, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Pyramide FM. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Spero Maoulé, je rappelle, vous êtes le président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Votre invité en studio, c'est Ibrahim Acha. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM, bonsoir à Spero, bonsoir aux confrères en studio. Vous nous avez manqué vendredi. Oui, c'est la pluie? La pluie, puisque je n'avais pas pris la bagnole, donc vous comprenez. J'ai eu des soucis, je ne pouvais pas arriver ici très mouillé, donc vous avez cherché un refuge. Oui, j'ai cherché un refuge, le temps que la pluie ne cesse, malheureusement, ici aussi, il faut que les choses aussi étaient presque à la fin. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu arriver. Mais dorénavant, je tâcherai de prendre des dispositions pour arriver. Oui, c'est vrai. Dans de bonnes conditions. Ibrahim Macha, oui, directeur de la publication de Temps Nouveau. Et le troisième, c'est Gérard Ouissa. Gérard, bonsoir. Bonsoir Honoré. Vous allez très bien aujourd'hui. Ouais, je vais bien. Je vais bien. Comme les autres invités. Et ils vont bien, ils l'ont précisé. Et vous particulièrement, ça doit être autre chose. Vous savez que Gérard est né aujourd'hui? Oui, je viens de l'apprendre. Je l'ai vu habillé en blanc. Ça m'a un peu tiqué. Il est tout blanc, tout beau. En belge. Ah, bon, belge. du blanc sale à la rigueur. Voilà. Donc, on ne peut que lui souhaiter toutes les bonnes choses que Dieu pourrait lui faire. Oui, joyeux anniversaire. Ibrahim, Gérard, il est né aujourd'hui. C'est vrai que l'organisation n'est pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que d'ici là, on va mettre les réglages nécessaires. Tout à fait. Pour qu'à la sortie... On va se retrouver pour un troisième mi-temps arrosé. Joyeux anniversaire. Le 16 octobre, c'est la journée internationale de l'alimentation. Ouais, donc... Mais je ne suis pas gros. Non, mais on ne mange pas pour grossir. La bonne alimentation ne fait pas grossir. Parce que le surpoids et l'obésité, c'est des maladies. Ah oui, c'est la malbouffe qui entraîne ça. Disons que c'est vrai, mais j'aurais aimé que quand je suis en veste, là, que le ventre sorte et que j'en impose aux autres, quoi. Il y en a qui sont au Togo, qu'on dise, c'est le ventre qui fait l'homme. C'est un signe extérieur. Oui, d'opulence et de bien-être. Gérard, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'est-ce que je me souhaite? La bonne santé, comme pour tout le monde, une bonne santé physique et une bonne santé morale aussi, parce que les deux, la bonne santé morale aussi, c'est très important. Vous voyez des gens qui ont de l'argent, qui sont en très bonne santé physique, mais ils ne sont jamais satisfaits, ils ne sont jamais contents, ils sont malheureux intérieurement. Alors moi, la bonne santé morale, mentale, c'est très important pour moi. Parce que quoi qu'on dise, avec l'âge, avec le temps, l'homme tombe dans une certaine déchéance, dans un certain avilissement, tout naturellement, parce que dès qu'on vieillit, on perd ses moyens, tout. Mais quand on a la santé mentale, on surmonte tout. Je connais des vieux qui ne se sentent pas comme ça, même si au fond ils le démontrent. Il y a les Condé, il y a Ouattara, il y a Bédier. Leur problème est ailleurs. Quand vous les approchez, vous voyez la misère humaine qu'il y a là-bas. C'est les signes extérieurs, on les voit en hélicoptère, en avion et tout, mais au fond d'eux-mêmes, est-ce qu'ils sont très... Puisqu'on a même vu Alpha qu'on est en train de danser sur l'hymne de son pays. Voilà, comment on peut danser sur l'hymne? Ça dit beaucoup de choses. Il a tout sauf la santé mentale. Je n'ose pas insulter, j'aime des caves. Oui, Gérard, beaucoup de santé et joyeux anniversaire. Le reste, on le fera. Merci beaucoup et beaucoup de bonheur aux confrères et aux grands défenseurs des droits de l'homme, Spero et à nous tous. Voilà. Oui, on célèbre un événement heureux, mais derrière, ça cache un événement malheureux. C'est le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale,
Ouattara Fambaré Nachaba, il est parti aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Les déclarations s'en sont suivies, vous les avez suivies. Vous connaissez l'homme, ancien professeur de droit à l'université de Lomé, un peu sportif, le président de CBS, c'est le basket. Politiquement, plusieurs fois ministre, président de l'Assemblée nationale entre 2000 et 2005. Spero, vous connaissez bien Fambaré Ouattara sur plusieurs plans, de l'université jusqu'au basket. Oui, on ne connaît jamais suffisamment quelqu'un. On peut le connaître sous plusieurs angles. C'est M. Nachaba. Je voudrais d'abord profiter pour présenter mes condoléances à la famille Nachaba, surtout à un de ses enfants que je connais bien, et à la famille politique à laquelle il appartient. Vous savez, c'est vrai que les antagonismes politiques font que parfois le décès de quelqu'un peut faire plaisir aux autres, malheureusement au Togo. On a vu des déclarations assez... Oui, assez amères, oui. Mais je crois qu'au fond, on doit quand même pleurer la personne, parce que c'est un être humain qui est parti, et il faut lui souhaiter toute la paix la paix du corps possible. Maintenant, le reste, chez nous les chrétiens, on se dit que c'est avec son Dieu. Et donc, ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Monsieur Nachaba, je le connais, c'est vrai. Je le connais d'abord comme enseignant à l'université de Lomé, même si je n'ai pas travaillé directement comme un étudiant avec lui. Je le connais. Je le connais également sur le plan du basketball. Il a été président du club Asfosa, après du club CBS. En tant qu'ancien secrétaire général adjoint de la Fédération togolaise de basketball, j'ai eu à le rencontrer positivement ou négativement parfois. Nos rapports n'ont jamais été idylliques jusqu'à la fin. On a eu des accrochages, mais bon, il est demeuré qui il est. Sur le plan politique, je l'ai eu à le rencontrer aussi également. Quand je donnais en tant que président du CACIT une interview sur RFI, quel que soit le jour, j'imagine que le lendemain matin, à plus tard à 6 heures, quand mon téléphone sonne, je sais que c'est lui qui appelle. C'est quelqu'un qui, je crois, autour de 4 heures du matin, a déjà écouté les informations. Et quand il écoute, il essaie toujours de t'expliquer les choses selon la vision propre à lui, bon, naturellement la vision de son parti politique, pour essayer de te faire comprendre ce que toi tu ne comprends pas, en tout cas selon lui. Donc nos rapports étaient là. Et je retiens de l'homme quelqu'un qui n'hésite pas à faire des coups bas, des coups corrects, mais en tout cas, il ne lésine pas sur les moyens pour obtenir ce qu'il veut avoir. Y compris des alliances hors nature. En tout cas, s'il veut atteindre un objectif, il y met les moyens. Je pense que c'est l'une des têtes pensantes qui, à un moment donné, a aidé le président Yadema à se maintenir au pouvoir, parce qu'il y a un moment où les choses vacillaient. Et c'est grâce à ses sorties parfois et à ses coups entre guillemets tordus que les choses sont allées à la faveur du général Yadema. Voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il m'a même promis une fois la prison. Ah bon, pourquoi? Dieu merci, il n'a pas exécuté. Non, c'est dans le cadre du basketball, pour une affaire dont il n'avait pas tous les tenants et aboutissants. Il avait cru que j'avais manipulé une carte d'une joueuse, alors que ce n'était pas le cas, et il a promis aux gens que non, lui va me faire enfermer. Je crois qu'après, il a dû vérifier, il s'est rendu compte qu'il avait proféré des menaces en l'air pour rien. Mais ce qui me fait marrer un peu aujourd'hui, c'est que quand il a dit, comme on le sait très sérieux sur ce qu'il dit, les gens ont beaucoup appelé pour me dire de faire attention parce qu'on m'a promis la prison. C'est possible de fuir. Non, heureusement qu'il n'y a pas eu de tout ça. Mais par contre, lorsque j'ai eu à le contacter, parce qu'il y a quelqu'un qui était détenu abusivement dans les prisons civiles de Lomé, il n'a pas hésité à me mettre en contact avec le ministre de la Justice de l'époque, monsieur
Qatari, folie basique, pour qu'on puisse trouver une porte de sortie. Mais ce qui me fait rire, c'est que le jour-là, il a appelé et il a dit, ouais, mais vous savez que pour préserver la politique du chef de l'État. Donc, c'est rien que pour ça, apparemment, qu'il a semblé vouloir m'aider. Donc non, c'est le code. Oui. Je pense que jusqu'à la fin, c'est quelqu'un qui veut atteindre les objectifs qu'il s'assigne. Machiavel, je crois qu'il l'a lu et il a essayé de l'appliquer un peu. Bon, ce qui fait que naturellement, beaucoup de personnes sont contre lui. Mais il faut pas, moi je dis, il faut pas le juger simplement comme ça, parce qu'il a une histoire lui aussi. Je sais bien que il a dû fuir le pays quand il était directeur de cabinet. Il a dû fuir et il est revenu demander pardon. Il a fui pourquoi? Je crois qu'il avait eu une brouille avec le chef de l'État et il a dû fuir. Et puis après, les gens racontent, les anecdotes racontent que il s'est même déguisé en femme pour pouvoir fuir à l'époque. Il n'y a pas de preuve. Et puis il est revenu. Et il a reconquis la confiance de Eyadema et il est demeuré très puissant avec le régime jusqu'au décès de feu Eyadema. Et c'est là où sa première déchéance est arrivée, où il devait revenir, mais il a été aiguillé sur Cotonou. Et après, il devait assurer l'intérim. Oui, il devait. À l'époque, c'est lui qui devait prendre la présidence par intérim. Et il est allé à Cotonou. Et ce dont je me rappelle, c'est que l'opposition togolaise a vu en lui un dissident auquel on pouvait s'allier pour faire face au pouvoir en place. Mais ils ont été vite déçus par ces interventions. Et le gars est retourné dans la lignée RPT Unir en bonne et due forme. Et je crois que jusqu'à la fin, il a été toujours dedans. Rappelons-nous que pour le problème, il y avait eu à Mango, où il y a eu des morts en tant que cadre du pays, cadre uni du pays. C'est eux qui sont allés aux négociations, et pour, etc., etc. Donc voilà, en tant qu'enseignant de l'université de Lomé, c'est quelqu'un qui connaissait sa matière. C'est quelqu'un qui était très organisé quand il parle. Il ne va pas de gauche à droite. Quand il prend une idée, il développe, il finit, il prend une autre. Donc il est très cohérent dans ce qu'il dit, même si ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Je ne dis pas qu'il dit des vérités, mais même dans son mensonge, il est logique, cohérent, et il va jusqu'à la fin. Et je me rappelle souvent que les gens lui demandaient, Monsieur le Président, ce que vous nous enseignez en classe, c'est pas ce que vous faites. Ou il répond, ou il ne répond pas. Et s'il doit répondre, il dit, nous sommes en classe et travaillons. Et donc il élude un peu la question. Je crois que lui-même il reconnaît que la pratique politique qu'il faisait n'était pas en conformité avec les normes constitutionnalistes qu'il enseignait. Mais bon, vous savez, c'est chacun avec ses convictions politiques, ses convictions personnelles. Aujourd'hui, paix à son âme, il est parti. Quelle image il a laissé à chacun de voir. Mais je pense que on n'a pas à le juger. C'est Dieu qui juge les gens. Ibrahima Acha, c'est une grande figure de la politique togolaise qui s'en est allée. Nachaba, plusieurs fois ministre, directeur du cabinet de la présidence, président de l'Assemblée nationale. Sfera essaye de nous rappeler un peu son parcours. Oui. Mais à 75 ans, il pouvait continuer un peu. Non, mais on peut naître et le lendemain mourir. Donc ça dépend du destin de chacun. Et donc, M. Nachaba, à 115 ans, moi je me dis qu'il doit rendre grâce à Dieu, parce que quand on va jusqu'à 115 ans, c'est que forcément, il faut se dire qu'on est béni et qu'on a pu passer au moins un bon moment sur Terre. Bon, maintenant, il faut voir les œuvres, c'est tout, c'est là où le problème se pose. Pour les œuvres, bon, nous dirons tout simplement que M. Nachaba est rappelé à Dieu, bon, devant Dieu, il essaiera de défendre son séjour sur la terre. Et ce que nous retenons, c'est que c'est un personnage
en tout cas très controversé du côté de l'opposition. Et quand on est dans le camp du parti au pouvoir, il n'est pas forcément très aimé aussi. Mais les gens reconnaissent quand même qu'il était un grand stratège du régime, quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup manœuvré pour que le régime reprenne du poil de la bête lorsque, à un moment donné, la barque de Feu Gnassingbé et Adema tanguait et que le régime traversait vraiment des zones de turbulence, surtout dès les premières heures de l'instauration de la démocratie dans notre pays. Donc il était beaucoup offensif. Et on se souvient de Colmar, des négociations de Ouaga et tout ça là, c'est toujours Natchaba qui est mis au devant et avec son énergie, sa fougue en matière de lorsqu'il s'agissait de défendre le régime. Et ce qui m'impressionnait du personnage, c'est sa capacité oratoire. C'est un monsieur qui pouvait passer 2 heures de temps à parler sans se fatiguer. Et Spiro le disait, il était toujours cohérent dans ce qu'il disait. Et il ne se fatiguait pas. Et on prenait aussi plaisir à l'écouter, même si ce qu'il disait heurtait ou bien n'était pas aussi bien. Quand même, on prenait plaisir à écouter cette démonstration. Tout ça là, parfois, ça faisait marrer. Mais quand même, on se dit que nous sommes en politique et chacun fait feu de tout bois. Donc, on pouvait aussi le suivre comme ça. Bon, il l'a connu aussi un peu sur le plan religieux. Donc, c'est un bon pratiquant, un bon musulman, qui lit bien le Coran et qui vraiment passe son temps, surtout ces derniers moments. Lorsqu'il n'avait pas encore le problème Dieu, il lisait toujours le Coran et pendant le mois de Carême, de Ramadan, et vous savez que pour pouvoir passer ce mois dans la piété de ce mois, dans l'adoration d'Allah, l'une des recommandations c'est la lecture du Coran. Donc il aimait vraiment lire le Coran. Et donc maintenant quand je viens sur le plan purement politique, ce qu'on retient de M. Natchaba, c'est le toilettage de la Constitution, le 30 décembre 2002. 31 décembre. Non, c'était le 30. C'est le 30. Oui. C'était le 30, la nuit du 30 décembre, donc c'est la nuit du 30 au 31, voilà. Et pendant que les gens se préparaient pour fêter, ils étaient à la manœuvre au Palais du Congrès pour toiletter la Constitution et permettre à Feu et Adema de faire son 3e mandat. Et c'est ça qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui et nous sommes pratiquement au compteur, je ne sais pas si c'est 0 pour certains et 4 pour d'autres, mais est-il dit que c'est ça qui nous a entraînés dans la situation qui a prévalu peu avant les réformes constitutionnelles que le régime en place a opéré en 2019. Donc, grosso modo, je retiens que M. Natchaba a marqué l'histoire politique de notre pays. Et ce que nous pouvons dire, c'est de présenter nos condoléances à la famille et en même temps prier le Seigneur qu'il l'accueille dans son royaume. Gérard, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire autour de Natchaba, mais au-delà, on constate que c'est un homme qui vivait aussi dans la sobriété, contrairement à d'autres qui, dans le même temps, dégageaient une certaine insolence dans la richesse. Oui, mais vivre dans cette sobriété, est-ce que c'est une un qualité constat de sa vie, oui. C'est une qualité ou bien un défaut, ça je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui a fréquenté l'école depuis le CPE jusqu'à avoir un doctorat, et bon, il est dans mon quartier, on n'est pas l'un de l'autre, ici à Kégué, ici à Natchaba, c'est à 2 pas. Et quelqu'un qui vit dans cet environnement-là, ben, je ne sais pas si c'est un mérite ou bien quand même un échec. Et parce que l'homme n'est pas un animal, les êtres humains voudraient bien avoir un environnement propre, un environnement assez élégant. Et s'il n'a pas pu l'avoir, que ce soit par manque ou bien par désir, simplement, je crois plutôt que ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite. Ça peut être un choix.
même si c'est un choix, je crois que personne n'a jamais choisi la misère, n'a jamais choisi, je ne dirais pas saleté, mais bon, tout être humain, les êtres humains ont toujours aspiré à un environnement toujours plus propice pour eux, quoi. Quelque chose de bien, quelque chose de propre, et quelque chose d'élégant. Je crois que c'est humain. Bon, je ne voudrais pas juger le personnage, mais je trouve seulement que c'est peut-être, pour moi, c'est plus une tare. Parce que nous devons donner l'exemple à nos enfants d'aller toujours de l'avant. Quand vous voyez les voitures d'il y a 30 ans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus sophistiquées. Quand vous prenez les motos, avant, il fallait, avec, comment dire, là, pour allumer, c'était avec le pied, avec beaucoup de force. Aujourd'hui, ben, vous appuyez un bouton, puis ça s'allume. Donc, le monde va de l'avant, les êtres humains cherchent beaucoup plus de facilité et tout cela. Bon, s'il ne l'a pas cherché, bon, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment son problème. Bon, moi, ce que je retiens, c'est, d'abord, je respecte les diplômes de l'homme, parce que quelqu'un fréquenter l'école, avoir son doctorat, c'est pas rien. Mais je note aussi que du côté intellectuel, moi, je n'ai pas tellement vu l'œuvre de l'intellectuel. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a écrit des livres, laissé quelque chose pour sa postérité. Si aujourd'hui on va quelque part, qu'on voit dans un rayon plusieurs livres du docteur Nachaba. Parce que c'est ce que vous avez laissé en tant qu'écrit qui fait de vous ce que vous êtes. Mais les paroles, les provocations sur la TVT, à la radio et tout, bon, ces paroles-là s'envolent. Mais on le tient de plein. Bon, ouais, mais ça fait mal et puis ça s'en va. Ouais. Moi, j'aurais voulu vraiment des choses, des raisonnements vraiment inscrits dans des livres où les gens peuvent critiquer après, apprécier et tout cela. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je retiens aussi que l'homme, il a contribué à embrouiller beaucoup les Togolais. Là où je l'accuse, c'est que non seulement il a embrouillé en amont les étudiants, parce qu'il les enseignait, Spiro l'a dit tout de suite quand on lui posait des questions, ben, ce qu'il faisait dans la vie politique était aux antipodes de ce qu'il enseignait. Donc ça veut dire que nos petits-enfants de 16 ans, 17 ans qui allaient à l'université, il les prenait, il les embrouillait proprement, il sort du campus, il vient sur les antennes, la TVT, ils embrouillent encore les adultes. Donc quelqu'un qui a embrouillé la nation, il a embrouillé tout le monde, les citoyens. Est-ce que c'est un mérite? Parce que quand vous embrouillez les gens, quand les citoyens sont embrouillés, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes. D'où les misères, d'où les morts, les affrontements et tout ce que nous avons, les souffrances. Une femme qui perd son enfant parce qu'il y a eu manifestation, on lui a tiré dessus. Donc toutes ces souffrances-là, moi je trouve que les hommes politiques devraient se poser des questions sur leur rôle. Mais surtout lui qui était enseignant, professeur de droit, et comme je le disais, en amont il embrouille, et en aval il revient, il embrouille encore. Bon, moi j'ai pas beaucoup de respect pour le personnage, bien que moi aussi je connais ses enfants. J'en connais aussi un qui est dans une banque, peut-être qui nous écoute, je le salue parce qu'on se connaît bien en cause de temps en temps. Mais là je suis en train de faire une analyse sans état d'âme. Et cela est valable pour moi aussi. Oui. Et pour que moi aussi je me corrige, pour que d'autres aussi qui nous écoutent se corrigent, qui se disent ils seront au tribunal de l'histoire, sans pitié, sans complaisance. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que mes raisonnements ne sont pas justes, mais c'est ce que moi je trouve. Et je crois que beaucoup aussi me suivraient dans cette façon de penser. Bon, il a été toiletté, Ibrahim l'a dit, c'est bien, hein, moi j'étais très content. Ah bon? Ouais, comme ça on sait ce que ça veut dire qu'être toiletté. À l'époque, vous vous rappelez, depuis Cotonou dit, je ne demandais seulement qu'à assurer l'intérim. Bah ouais, il est vraiment furax, il voulait être président de la République. Ouais, maintenant, quand vous allez voir dans l'agenda de l'histoire du Togo, il n'aura jamais été président de la République. Mais Abbas Bonfo lui a ravi la vedette. Avouons que s'il avait pris par l'intérim, il serait président de la République. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu autre chose que lui jusqu'à aujourd'hui. Pour lui, des renforts, je suis d'accord avec Spiro. Ça, c'est plus que sûr. Donc, moi, je dis, s'il est mort à 75 ans, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Mort à 75 ans, on dit les hommes les plus vigoureux, à 70 ans, vous êtes encore vigoureux. 75 ans, ce n'est pas un âge pour mourir. Il faut que nous pensions tous aussi augmenter l'espérance de vie au Togo. Pour des gens qui ont toujours vécu dans l'opulence, regardez les 4 uniers qui sont décédés ces derniers temps. C'est toujours autour de 60 ans. Autour de 60 ans. Donc, lui, 75 ans, waouh, c'est beaucoup. Même le grand champion, qu'on m'excuse pour ses fans, le grand champion, il y a des mois, il est mort à 69 ans. 69 ans, c'est pas beaucoup du tout.
Quand en Europe, les gens prennent leur retraite à 65 ans. Donc, 4 ans après votre retraite, vous décidez. Pour quelqu'un qui a pris le pouvoir à 30 ans, donc on suppose qu'il a toujours vécu dans l'opulence, dans les bonnes conditions, et mourir à 69 ans, c'est quand même pitoyable. Donc, moi, je dis que au Togo, nous ne vivons pas bien. Ce que les gens doivent retenir, c'est que soit nous serons tous sauvés comme des gens intelligents, ou bien nous mourrons tous ensemble comme des cons. Et c'est ce qui se passe. Nous mourrons tous comme des cons, qu'on soit riche ou pauvre. Ben, on meurt à 58 ans, 60 ans, 69, 59 ans. C'est être bête en fait. À quoi ça me sert de me dire je suis ministre, je suis DG, je suis cela, et de mourir à 60 ans? Quand je vous dis l'anniversaire que j'ai fait aujourd'hui, ça, quand je sors ça de 60 ans, il y a de quoi pleurer. Parce que je me dis, mais il ne me reste plus longtemps. Vous voyez un peu? Donc, 60 ans, c'est pas beaucoup. Non, n'est pas peur, il y en a qui dépassent. Il y en a qui vont jusqu'à 90. Et puis, n'oublie pas. Moi, ma mère, elle a dépassé 90 ans, elle est toujours vivante. Voilà. Ben, vous voyez un peu? Non, quand on parle des gens qui ont 69 ans et qui meurent, c'est pas forcément qu'ils ont 69 ans, c'est parfois 69 ans sur papier. Ah oui. Parfois. Bon, mais ce qui est sûr, quand on voit l'histoire, il y a des morts, sergents, lieutenants, quand on voit l'âge, sûrement qu'ils n'avaient pas beaucoup plus de 70 ans, sûrement pas. Parce qu'il y a un âge, quand on vous dit aujourd'hui quelqu'un est colonel, ça veut dire qu'il est dans les 50 ans, un peu plus, c'est tout. Un capitaine, on sait quel âge il a, un lieutenant, on sait quel âge il a. Non, mais par contre, si tu veux donner l'exemple par rapport à Yadema, je ne suis pas sûr que ce soit juste. Parce que pour lui monter les grades, ça n'a pas été linéaire. Et Yadema et Jésus-Christ avaient à peu près le même âge. Ouais, donc, il suffit de faire les calculs et vous saurez qu'il avait réellement autour de 70 ans. Il n'était pas vieux. Moi, j'ai pas de preuve que les deux avaient à peu près le même âge non plus. On a eu à Lomé, le document, il était une fois Yadema. Et tout ce qu'on a lu dedans, on s'est rendu compte aujourd'hui que c'était pas de la vérité. Bon, donc, il y a plein de choses sur lesquelles... je crois que le Togo va un jour avoir une autre histoire qui sera racontée et on serait vraiment étonné par plein de choses. Hein. Je voudrais quand même relever avec Gérard que pour moi, vous savez, si je dois parler en tant que défenseur des droits humains, il y a bien de choses qu'on pourrait également faire comme reproche, mais est-ce qu'il faut faire porter ça à Natchaba ou il faut faire porter, comme nous le faisons très souvent, à tout le système? Parce que on s'imagine bien que lui aussi, en tant que justement enseignant de droit, avec tout ce qu'il a comme background, il aurait pu comprendre que la vie humaine était sacrée, qu'il fallait tout faire pour préserver ça, mais bon, il a plutôt milité pour que Yadema reste au pouvoir, quoi que ça coûte pour les citoyens togolais. Oui. Et c'est en cela que je rejoins Gérard pour dire que ceux qui sont en train de jubiler pour sa mort, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Mais bon, c'est un être humain. L'une de ces phrases fétiches, au RPT on prend tout. Vous vous rappelez? Oui. Mais moi, je tiens quand même à dire quelque chose. Moi, personnellement, je ne jubile pas. J'ai un être humain qui tombe. Moi, j'ai envoyé un message aujourd'hui à quelqu'un, je lui dis, mais ça, c'est plein de ressources humaines du Togo qui sont en train de partir. Dans quelques années, nous aurons besoin de ces gens-là. Nous aurons besoin de certains Natchaba qui sait ce que c'est que le droit. Des gens qui sont capables de nous dire où nous allons. Et c'est dommage qu'ils meurent tous avant 80 ans et qu'ils meurent à cet âge. Mais il y en a qui peuvent jubiler à raison. J'ai à ma connaissance des gens qui ont subi des difficultés extraordinaires à cause de la personne de Natchaba en tant que militant de son parti, des gens qu'il a eu à écraser, c'est vrai, et ces gens-là peuvent jubiler. Donc, c'est pas la peine non plus aussi de rejeter le tort sur ces gens qui jubilent. Mais ça dit que arrivé à un certain moment de douleur, les gens sont obligés d'être... Ils ne peuvent pas être hypocrites pour dire c'est un être humain. Ils vont dire quand même que enfin. Et c'est pour ça que moi je dis que les hommes politiques togolais, tous les hommes en réalité, ne doivent pas oublier une chose. Faisons les choses de façon à ce que à notre mort, ceux qui rient soit infime par rapport à ceux qui pleurent. Parce que si pratiquement tout le monde est heureux de vous voir mourir, c'est que vous avez fait une vie où vous avez fait beaucoup de mal, plus de mal que de bien dans la vie. Ça, c'est pas une bonne chose. Oui, la réaction, c'est le chef de l'État en premier qui a réagi. Je salue la mémoire d'un vaillant
et combatif homme d'État qui s'est consacré au service à la nation. Ibrahim, le chef de l'État, oui, entre-temps, entre lui et Nachaba, ça devait être discuté ailleurs, autre chose. Mais aujourd'hui, bon, il est parti. C'est un homme combatif. Qu'il a réussi à l'époque. Non, mais il faut comprendre que la parenthèse de 2005 là, ils ont vite passé un coup d'effaceur là-dessus. Et entre-temps, il a réussi à se trouver des remplaçants pour lui envoyer. Bon, et c'est ça. Non, disons tout simplement que Nachaba s'est ravisé parce qu'il a compris que le système qu'il a œuvré à mettre en place était devenu un système très puissant et qu'il a écrasé aussi. Lui seul ne pouvait pas l'affronter, donc il devait subir la foudre de ce système lorsqu'il tentait de résister à ce que le système dessinait comme ligne ou bien conduite à tenir. C'est que le coup qui est venu avec, il est venu avec le colis. Ah oui, il est venu remettre le collier à Adema. Le problème même, c'est que c'est une histoire d'abord qui fait rire quand on vous raconte ça. Et il a quitté Paris, il était dans l'avion, il jubilait, il y avait le doyen de Bâche à côté, et tous venaient à Lomé parce que la situation était préoccupante. Dans les aires non, déjà au niveau de Lomé, on dévie l'avion sur Cotonou, et ils arrivent à Cotonou, ils descendent. Curieusement, le doyen de Bâche a disparu de Cotonou. Il est venu. Non, mais je sais pas. Oui, il est venu. Donc, il a participé au reste du photo. M. Nachaba, il savait qu'il allait lui poser compagnie. M. Nachaba a vite compris qu'il était indésirable à Lomé. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et quand on vous raconte ça, ça fait rire, mais c'est ça aussi, le système. Et quand vous êtes. Oui, mais pour conforter ce que dit Ibrahim, rappelez-vous que le problème avait commencé avec une saisie de la Constitution, où on dit, il y a un article qui dit en cas de mission, le président de l'Assemblée devait remplacer le chef de l'État. Au lieu en cas de démission, on a mis en cas de mission. Et donc, à l'époque, quand je crois Yadema a été malade un moment, et donc le bruit avait couru que Nachaba voulait remplacer Yadema parce qu'en appliquant la constitution qui disait en cas de mission. Et donc, maintenant que Yadema est mort, on a vite fait de se rendre compte que si on le laisse venir, le gars, il allait poser problème. Et donc, lui-même, je crois que lui-même, il devait savoir qu'on ne pouvait pas le prendre. Il était un peu comme... mais c'est la Constitution qui le permet. Oui, bon, enfin, c'était pas ça la Constitution. La Constitution disait en cas de démission. Donc, on a fait la saisie en mettant en cas de mission. C'était une erreur grave. Comment en cas de mission on peut remplacer le chef de l'État? C'était un problème. C'était ça dans la Constitution? Oui, c'était dans la Constitution. Une erreur de Constitution. Et les gens, alors, je voulais dire simplement que autant Edem Kodjo et Nachaba ont subi presque le même sort. C'est-à-dire que Edem Kodjo n'est pas aimé par l'opposition, il n'est pas aimé par le RPT. Nachaba n'est pas aimé par l'opposition, Nachaba n'est pas aimé véritablement par le RPT. Tout le monde avait peur du gars, parce que c'est quelqu'un qui peut vous emmener dans des problèmes le plus rapidement possible. Et c'est la même personne qui peut vous en faire sortir, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui était un très stratège. C'est pour ça que je dis qu'il a sûrement lu en complet Machiavel. Et bon. Sauf la Constitution, là il n'a pas lu. Il aurait ajouté des pour que ça fasse des missions. Non, lui-même il a lu. Je crois qu'il a laissé. Si c'est vrai que je crois que lui-même il a laissé en pensant que on peut jouer là-dessus, c'est clair. Il n'a pas écrit de mission, il avait fait écrire 2 démissions, mais les gens ayant fait une mauvaise frappe, bon, ça l'arrangeait bien. Et Gérard, on va finir avec la déclaration de Christian Tribon, toujours par rapport à Nachaba. Il disait que il est un des grands bâtisseurs de la nation togolaise. Sa contribution à notre vie constitutionnelle, institutionnelle et politique, ces précieux enseignements resteront inaltérables dans notre souvenir. Bon, mais moi les condoléances et tout ça là, je ne sais plus quelle valeur ça a au Togo. Ah bon? Ouais, ben il y a des gens très importants pour ce pays qui sont morts. Ben on n'a rien dit, le chef de l'État n'a rien dit.
On les a changés. Il y a un colonel très célèbre qui est mort, assassiné. Il n'y a même pas de condoléances, il n'y a rien. Un autre meurt, on dit des condoléances. Mais sincèrement, moi, je ne sais plus à quoi ça rime tout cela. Moi, je sais que, regardez même les journalistes qui sont morts, on n'a jamais vu le chef de l'État, même par un petit tweet, dire ses condoléances. Alors que, regardez tout ce que nous faisons. Parfois, on n'a même pas un franc en poche, mais on se déplace pour venir ici en studio, faire une émission sur, je sais pas moi, sur le coronavirus, pour que la nation ne se meure pas. On vient faire une émission pour que, avant les élections, pour qu'il y ait la paix. On fait tout ça. Mais quand vous avez un problème, le chef de l'État, il n'y a même pas un seul mot. Regardez, quand des journalistes décèdent en France, une des premières personnes qui dit quelque chose, c'est le chef de l'État. Je ne sais pas, il y avait qui, par exemple, Jean d'Ormezon. Rapidement, le chef de l'État, il a dit quelque chose. Et plein de choses. Il y a des chanteurs qui meurent. Vous avez vu Omar Sy. Quand il est mort, il n'y a eu aucun mot. Enfin, il avait réagi. Il avait réagi? Oui, pour Omar Sy. Ah bon? Je me rappelle, oui. Ah, donc c'est bien. Peut-être qu'il est l'un de ses amis. Oui, parce que c'est important. Prenez ce monde-là et enlevez la musique. Vous allez voir ce qui va rester. Nous allons nous affronter tout le temps. Parce que la tension va monter à 100 degrés. Vous avez un monde sans musique, sans distraction, sans rien. Ça ne peut pas marcher. Vous allez vous faire la guerre. Et donc, il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Alors là, je m'excuse si vraiment je n'ai pas appris que... Bon, il avait réagi. Pour Mabi, il fallait qu'il le reste. Ce n'est qu'un petit mais. Il avait réagi pour Mabi et pour Jimmy Hope. Ah ben c'est bien alors, c'est bien. Mais un chef d'État qui donne des condoléances sélectives, si sélectives, moi je me demande à quoi ça rime. Je ne sais pas, l'exemple ne me vient pas à la tête, mais il y a eu des occasions où il n'a rien dit et c'était très scandaleux. Même les enfants sur lesquels on a tiré à Dapaolès, Sinandare, tout ça là, ils pouvaient dire, mais mes condoléances, ce n'est que des mots. Qu'est-ce que ça coûte à un chef d'État d'écrire un tweet? Trump, il en écrit une dizaine chaque jour. Alors, je dirais à quelqu'un, mais écrivez-moi un tweet pour ce petit-là qui est mort. Donc, sincèrement, est-ce que son cœur bat pour certaines personnes et pour d'autres? Si c'est si sélectif, alors moi je dis, il n'a qu'à garder ses condoléances pour lui. Parce que ça ne sert plus tellement à grand-chose. Ça ne sert plus à grand-chose. À quoi bon alors dire aujourd'hui Nachaba? Qu'est-ce que Nachaba a donné à la nation que d'autres n'ont pas donné? Chaque enfant, chaque fils de cette nation qui tombe, le petit Sinandare là qui est anonyme, le petit mécanicien qu'on a tiré depuis un pick-up, on n'a jamais su qui l'a abattu, mais il faut que le chef de l'État dise, mais c'est scandaleux, il ne faut plus faire des trucs comme ça. Mais quand il ne le fait pas, et après on nous dit certains Nachaba, des gens qui ont bénéficié de profiter des prébendes et tout, moi je me dis, c'est des condoléances de la minorité pour la minorité. C'est entre eux, nous ne regardons pas. C'est tout ce que vous avez retenu. Mais je sais que moi, si je tombe, personne ne dira rien. Non, mais moi, je dirais au moins pour ça. Non, mais je regrette que Nachaba ne t'a pas enfermé. Au-delà de tout, il faut reconnaître aussi que Nachaba, c'est un grand professeur d'université, c'est un enseignant-chercheur qui a formé des juristes dans ce pays. Et donc, ce n'est pas... Au-delà du personnage controversé. Au-delà du personnage controversé, le monsieur a impacté quand même la connaissance générale au niveau de notre pays. Donc il a des gens qui se réclament des disciples de Nachaba, parce que des juristes et avec une certaine idéologie bien connue, la rigidité aussi, le fait d'être très offensif sur le plan politique, ne pas donner de l'espace à l'adversaire, tout ça là, donc les gens le pratiquent dans la vie courante. Et le commandeur d'une brigade d'intervention rapide qui assure la sécurité pour que nous on vienne et qu'il n'y ait pas d'attentat terroriste, lui n'a rien mérité. Non, il a mérité, mais je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui, M. Nachaba a impacté la vie nationale de notre pays, la vie politique, le professeur Djeteli, sur le plan. Djeteli a été directeur de l'OBTS, l'Office du brevet de technicien de la CET, directeur de la CET. Et quand il est mort, je ne sais pas s'il y a eu un tweet. Il y a quelqu'un qui a formé aussi il a formé beaucoup de personnes. Il a formé beaucoup de personnes, professeurs d'université. Beaucoup d'ingénieurs. Il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu de... Je crois que c'est... Moi, je dirais que c'est une faute de la communication de la présidence de la République. Parce que, à mon avis, il y a un certain nombre de choses que peut-être le président lui-même ne fait plus vraiment. Et que normalement, les gens qui l'entourent doivent lui rappeler qu'il faut faire ça. Si on ne le fait pas, c'est franchement des gens qui ne méritent pas leur salaire et qui ne font que prendre de l'argent du pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme le dit Gérard, Djeteli par exemple, c'est pas n'importe qui. Oui. Mais un enseignant qui forme plusieurs personnes.
Et quelqu'un qui a été... Non, honnêtement, je pense qu'il y a un problème. Et il n'était pas le seul. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de professeurs d'université qui sont décédés aussi. Mais on n'en a pas... Il y a Wassongou Pascal qui est mort actuellement. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a eu un tweet ou... mais quand il y a manifestation, il y a des citoyens qui sont tombés sous les balles. Moi, je crois que c'est une obligation pour le chef de l'État de déplorer les morts. Ouais. Même en cas de catastrophe naturelle, il ne le fait pas réagir. Voilà, il ne le fait pas non plus. Moi, je ne sais pas qui lui conseille tout cela, mais je crois que le personnage, même peut-être, il aime ça. Étant donné que nous venons dans les studios ici, nous, en tant que journalistes, nous critiquons ça à haute voix. On ne va pas dire quand même que ça ne lui est pas parvenu. La preuve, si je dis quelque chose maintenant qui peut m'envoyer en prison, mais si je le dis à 16h, 17h, je suis en prison déjà. Est-ce qu'ils sont au courant? Oui, bon, ça veut dire qu'ils sont au courant, mais est-ce que lui-même est au courant? Je ne sais pas. C'est pour ça que moi je dis que c'est ça, c'est lui de communication qui vaut rien. Aujourd'hui, Yovo Devi est venu. Il faut changer les choses. On espère qu'il va changer les choses. Et surtout qu'on parle de changement de paradigme au niveau de l'action gouvernementale. Donc on se dit qu'il y aura de bonnes choses qui vont se faire désormais. La dernière fois, il semble qu'ils vont moderniser leur façon de faire. Il y a même des embouteillages qui se créent déjà là-bas. Mais les ministres sont sans locaux. Il y a eu une pluie au nord du pays, je crois à Mango, où il y a eu... déplacement de terrain, on n'a rien entendu. Non, je crois que comme le dit Gérard, et je suis d'accord avec lui, sur les événements ou sur les deuils, les catastrophes naturelles et tout ça là, le gouvernement, moi je parle du gouvernement, et le chef de l'État doivent pouvoir réagir. Tout ça là, ça participe à leur proximité avec le peuple. Et si on ne les sent pas réagir pour ça, alors que dans le même temps, on apprend que le président de la République s'est félicité du fait que Soumaïla Cissé a été libéré, c'est comme si simplement c'est le cadre qui l'intéresse et que le commun du peuple ne l'intéresse pas. Et ça, c'est pas normal. Si on dit qu'il y a eu un incendie à Baie, dans une maison, et que quelqu'un est décédé, si l'incendie n'a pas d'ampleur, on comprendrait. Mais si on dit sur 2 maisons, 3 maisons, un ministre doit pouvoir au moins, ou un maire doit pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que de façon symbolique, on puisse manifester la proximité, puisque quand les élections approchent, nous devenons rois, nous tous, et on nous fait la cour à nous tous. Donc, quand nous avons des cas de douleur, on voudrait quand même bien que le gouvernement puisse réagir aussi. On vous fait la cour, si vous acceptez, c'est bon, si vous n'acceptez pas, on vous marie de force. De toutes les façons, même si vous n'acceptez pas, le résultat est identique. Voilà, vous allez gérer à la mairie quand même. Oui, des réactions sont également attendues du côté du gouvernement pour une bonne rentrée scolaire le 26 octobre prochain. Et déjà, les enseignants, notamment les enseignants volontaires, menacent de ne pas reprendre les cours le 26 si rien n'est fait à leur niveau. Et ces enseignants, depuis quelque temps, réclamaient l'intégration directe dans la fonction publique. Autre chose, la prise en charge des enseignants volontaires n'ayant pas encore un diplôme requis en plus d'une assurance maladie et une prime Covid-19 entre autres. Ils ont saisi le ministre des enseignements primaires et secondaires qu'une solution soit trouvée rapidement. Si autrement, le 26, ils n'iront pas reprendre les cours avec les enfants. Gérard, on est à une semaine de la reprise des cours. Bon, c'est un problème. Cela s'ajoute déjà à tout ce qui doit être fait face à la pandémie, à la crise sanitaire. C'est pas seulement les enseignants volontaires, hein. Oui. Les autres aussi de la CZ, tout ça là, oui, tout le monde, bras de combat. Tout commence pas à bouder. Pour les enseignants volontaires, il y a un problème que moi je ne comprenais pas, pourquoi ils ne passent pas le concours national pour être, ça a été promis, pour être intégrés. Ça a été promis, ce n'est pas non, ça leur est ouvert. Ça leur est ouvert. J'ai parlé avec un membre de leur syndicat. Il me dit qu'ils passent certes le concours pour être intégrés, mais comme par miracle, qu'ils échouent toujours. Il dit que dans leur chose là, par exemple, dans la région où il a 7 amis, enfin 6 amis plus lui-même, ça fait 7, ils ont tenté le concours la dernière fois que tous les 7 ils ont échoué. Mais banalement, c'est la même, ils sont sur le terrain, ils enseignent déjà. Voilà, ils enseignent et les enfants réussissent. Ouais. Vous voyez un peu, c'est pas que tous les enfants qui enseignent, les enfants échouent. Là, on pourrait dire qu'ils sont incompétents. S'ils enseignent les enfants et les enfants réussissent, ça veut dire qu'ils sont compétents. Alors là, mais pourquoi ils échouent pour le concours? Donc c'est un truc
assez compliqué, qui m'expliquait que les gens sont pistonnés et pour ce concours-là, qu'il y a du favoritisme. Bon, c'est un problème que moi je ne maîtrise pas beaucoup. J'avoue que j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais je ne maîtrise pas trop et c'est ça, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire. Ibrahim? Oui, mais pour cette rentrée, je pense que le ministre Achadedji avait des choses déballées, une stratégie qu'il devait mettre en place pour la mise en place des flux, voilà, pas des appartements. Moi, je n'ai rien vu. Pratiquement, on ne voit rien sur le terrain. Et on se demande à quel jeu le gouvernement joue. Parce que quand on parle de l'éducation, j'ose croire que cela fait partie aussi des priorités dans la feuille de route du gouvernement. Et donc, si on doit attendre la rentrée, les tout premiers jours de la rentrée, avant de voir s'il faut déployer les choses, je me dis que on part sur de mauvaises bases au niveau de l'éducation, au niveau de la rentrée 2020-2021. Donc, le gouvernement devrait déjà, à mon avis, ériger ces appartements modernes dont on parle et voir aussi la possibilité d'envoyer les dispositifs de lavage de mains et tout ce qui peut aller dans la protection contre coronavirus et en même temps voir s'il n'y a pas possibilité aussi de recruter les enseignants, puisque quand on parle de deux flux, vous voyez, en matière d'horaire, ça prend encore beaucoup plus de volume et donc il faudrait avoir des enseignants à disposition pour pouvoir combler tout ce qui va se présenter comme vide, parce qu'un enseignant ne peut pas aller au-delà de 40 heures dans la semaine, c'est pas évident. Donc je pense que tout ça là, il faut mettre en place toutes ces mesures là avant que les choses n'arrivent. Ben, depuis, on ne voit rien et c'est des menaces de grève que des syndicats agitent un peu partout. On parle au niveau du gouvernement, ils parlent de partenaires, mais on ne sent pas vraiment ce partenariat entre eux et entre le gouvernement et ces syndicats. Et la dernière fois, pas plus que hier, j'apprenais aussi que les enseignants volontaires aussi menaceraient. Ils menacent à travers un courrier qui est envoyé avant. Voilà, et menacent de ne pas reprendre le chemin des classes le 26 octobre prochain. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et le professeur Kokoroko, qui a fait certaines choses que nous avons vues appréciables au niveau de l'université, nous disons que s'il met encore cette énergie, ce génie et beaucoup de tact, il pourra, à mon avis, résoudre un tant soit peu des problèmes qui se posent au système éducatif togolais. Et si véritablement, comme on l'a dit, il a une certaine proximité avec le chef de l'État pour éviter certaines lourdeurs, je pense qu'il peut présenter cette situation comme étant une urgence et le président de la République peut, comme c'est l'habitude de la maison, donner des instructions fermes pour que des fonds soient débloqués pour qu'on trouve des solutions au monde scolaire de notre pays. Spero, les menaces là peuvent être, je dirais, à arrêter entre-temps pour pouvoir ramener la sérénité avant la reprise des cours. Je voudrais d'abord faire relever que quand Gérard dit qu'il ne comprend pas la situation des sectes là, moi c'est vrai que je ne comprends pas, mais ça ne m'étonne pas non plus. Pour la petite histoire, moi quand je me suis présenté, ça fait 2 fois, je crois, 2 fois ou 3 fois au consulat de France pour obtenir un visa pour aller en France. On m'a toujours dit que je ne montre pas que je vais revenir au Togo. Et le plus drôle, c'est que chaque fois qu'ils me disent ça, que je passe par l'ambassade d'Allemagne ou par l'ambassade de Suisse pour aller, ça marche et je reviens. Et ils ont le visa dans le passeport. Mais quand je présente encore, on me dit, ce n'est pas sûr que je vais revenir. Donc vous comprenez qu'il y a peut-être que des noms. Ça dépend de comment vous voilà, ça dépend des noms. Peut-être que ces gens-là ont des noms quelque part qui font qu'eux, ils ne passeront jamais. Donc c'est pas un souci. Peut-être. Bon, maintenant, le problème avec les enseignants, c'est que les enseignants, ils sont obligés d'attendre ou la rentrée ou les examens
pour mettre la pression sur le gouvernement. Parce qu'en période normale de cours, on ne les entend pas trop. Quand ils disent qu'ils vont faire grève, on ne les entend pas. Mais dès que c'est vers la rentrée ou dès que c'est vers un examen, on les écoute. Et donc c'est tout à fait normal que maintenant qu'on approche d'une rentrée, qu'ils puissent poser leurs doléances et mettre la pression pour obtenir. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait ça, on leur a toujours dit, dans le souci de faire travailler nos études enfants, prenez ça d'abord et puis on va avancer dans les discussions. Et ils commencent par enseigner et puis après les discussions n'aboutissent jamais. Et puis bon, jusqu'à la prochaine occasion de mettre la pression. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement semble avoir changé. Mais je ne suis pas sûr qu'on pourrait dire que le professeur Kokoroko est un modèle de tact non plus. Hein. C'est quelqu'un qui aime taper dans le vif. Ah bon? Il prend des décisions directement. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faut parler de tact forcément. Rappelez-vous, même si comparaison n'est pas raison, de comment l'affaire Satibi a été réglée. À un moment donné, il a été obligé de taper sur la table. Il a exclu. Voilà. Donc, aujourd'hui ou hier, j'ai appris qu'il a nommé des proviseurs. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a pris en main les dossiers. Mais est-ce que le dossier des enseignants volontaires, là, c'est à sa portée? Je ne crois pas. Parce que c'est beaucoup plus des gens qui sont de la fonction publique. Et donc, c'est un dossier qui doit être traité conjointement avec la fonction publique. Et je ne sais pas s'ils ont suffisamment de temps pour pouvoir régler ça. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il est ministre, il ne peut plus passer, malgré sa proximité, il ne peut plus passer derrière le Premier ministre pour aller régler les choses avec le chef de l'État. Il doit normalement passer par le Premier ministre. Et donc, c'est un problème. C'est pas le même groupe. Bon, moi, je parle de ce qui est normativement correct, protocolement, c'est ça. Et donc, j'espère que très rapidement, on va rassembler une cellule pour se pencher sur ce problème-là, si ce n'est déjà fait, pour trouver de vraies solutions. Pas trouver des palliatifs aléatoires qui vont tomber après 2 mois, 3 mois. Mais pour trouver de vraies solutions à ces enseignants-là, pour que le problème des enseignants vacataires, le problème des enseignants volontaires, tout ça, que ça soit réglé pour de bon. Et qu'on voit en fait que les enseignants, ce n'est pas forcément les dernières catégories d'un pays. Vous prenez le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, les enseignants sont très bien payés. Mais quand vous prenez le Togo, les enseignants sont très mal payés. Mal lotis, tout est mal fait. Et donc, je pense que si la réforme doit être faite, qu'elle se fasse complètement pour permettre à ces gens-là qui forment tout le monde, y compris le Premier ministre. Mais s'il faut forcément passer par un enseignant pour devenir ce qu'on est plus tard, il faut qu'on revoie la situation de ces gens-là et pour que les choses avancent. Et notamment, revoir la situation de tout le monde. Parce que n'oubliez pas que le Togo... quand on fait le classement des populations les plus malheureuses, le Togo n'est pas en très bonne position. Donc, il vaut mieux que les choses se corrigent. L'année dernière, on avait 20 personnes derrière nous. Dans le monde entier. Oui, Gérard, une fin de semaine, un début de week-end, ça se passe comment? Non, moi je voudrais peut-être revenir sur l'enseignement. En 2 secondes. Moi qui vous parle, moi j'ai été formé enseignant. Je suis formé pour enseigner. J'ai fait 3 ans de psychopédagogie à l'université du Bénin pour être enseignant. Mais vu la situation, comment on enseigne... Vous avez démissionné? Ça ne m'a pas beaucoup chanté. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Ben, je suis parti. De toutes les façons, vous regardez les Togolais. Moi, en arrivant tout à l'heure, j'ai vu des Togolais creuser des rigoles et tout, et sous la supervision d'un Chinois. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que même pour construire nos routes, il faut que c'est des Chinois qui viennent construire pour nous. Et les nôtres ne sont que des manœuvres. Au Togo, nous ne fabriquons rien. Vous voyez des gens qui ont fait le lycée technique, mais qui ne sont même pas capables de vous fabriquer le plus petit objet possible. Mais nous voyons tout cela et tout ce que nous faisons, c'est réclamer des conditions de travail. C'est des trucs qu'on parle de Kokoroko, qui tape ici, qui tape là-bas, qui exclut des gens. Bon, mais quand est-ce que nous allons former des Togolais
capable de créer de la richesse, capable de faire des inventions, capable de faire des choses pour que ce pays, en fait, soit respecté comme ne serait-ce que le Nigeria. Et ne parlons même pas du Vietnam, du Taïwan, tous ces gens-là qui se sont réveillés. Mais nous sommes là seulement, on détourne de l'argent, on prête 26 milliards par ici, 30 milliards par là, 600 millions par... Alors qu'avec cet argent-là, on peut équiper les écoles avec de l'équipement didactique, on peut créer des bibliothèques pour consigner les résultats des recherches, on peut créer des laboratoires et tout. Mais, vous savez, demandez à certains étudiants, à certains élèves qui ont fait la terminale D, ils ont leur bac et beaucoup n'ont jamais touché même pas un thermomètre. Je ne parle pas de microscope, même pas un thermomètre. Vous voyez, c'est une aberration. Parler de l'enseignement au Togo, moi, quelque part, ça ne me plaît pas beaucoup. C'est de l'alphabétisation. Gérard, le grand directeur de la publication de Sika Magazine. Ibrahim Macha, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Espéromont, le président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. L'émission a été mise en œuvre par Romary Fetas. Bon week-end, on va se retrouver le lundi à partir de 16h.